Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, on débriefe la 18e journée du top 14 qui a été assez remuée quand même. On a eu pas mal de certitudes et pas mal d'alarmes pour certaines équipes, je pense. Et on commence tout de suite du coup par le match qui est probablement le plus alarmant pour les deux équipes et c'est Stade Français La Rochelle. Les Parisiens s'imposent 22-17 dans un match que j'ai trouvé plus que moyen. Les deux équipes ne vont pas bien, on le savait, hein, de toute façon avant le match. En interne, ça va pas dans les deux équipes des deux côtés. Et après le match, on a eu la confirmation que euh, l'entraîneur principal de Paris, qui avait demandé sa démission la semaine dernière et qui avait apparemment été refusée, partait cette semaine et que donc le Stade Français allait se restructurer comme ça après le départ de Laurent Labitte, officiel ce week-end. Donc pour parler un petit peu plus de ce qui s'est passé, je trouve que le match est bien plus inquiétant pour La Rochelle, surtout au niveau comptable, hein, bien sûr, que pour Paris, parce que Paris a réussi à faire certaines choses et j'ai trouvé en fait La Rochelle confus. Mais les deux en fait, hein, au final, ce que je vais dire en soi tient pour les deux équipes, puisque j'ai trouvé les deux équipes confuses. J'avais l'impression que aucune des deux équipes savait vraiment quoi faire quand ils avaient le ballon, quand c'était à eux de créer du jeu. Et, c'est terrible. Et je pense que l'exemple parfait de cette confusion et de ces problèmes fondamentaux dans la façon de jouer, dans la façon d'être sur le terrain, c'est les deux cartons rouges, donc un du côté de La Rochelle et un du côté de Paris. Euh, pour celui de Skelton, je trouve l'attitude terrible sur le plaquage. Oui, il y aurait eu des circonstances atténuantes, mais la position dans laquelle il attaque le plaquage, elle est terrible. Vraiment, pour moi, en revoyant les ralentis, il n'y a aucun doute que c'est carton rouge. En plus de ça, Skelton, malheureusement, c'est un habitué du fait. Donc, le carton rouge, moi, je le trouve logique, mais c'est aussi cette illustration de l'équipe de La Rochelle qui se perd et qui ne sait pas quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire sur un terrain de rugby, on finit par faire des bêtises. On voit souvent ce genre de bêtises, entre guillemets, hein, parce que je trouve que c'est plus que des petites bêtises. C'est quand même terrible d'avoir ce genre d'attitude. Et ça va également pour Macalou, dont je vais parler juste après. Euh, c'est quand on sait ce qu'on vient faire, en général, si on est lucide, on ne fait pas ça. On n'attaque pas un plaquage l'épaule en premier, jamais. Pas dans cette position-là. Euh, et Macalou, le croque-roll, en fait, à l'inverse, sur plein de joueurs, les joueurs râlent sur ce genre de plaquage, mais si on le fait à eux, ils seraient les premiers à être à, à protester en fait s'il n'y avait pas ce genre de sanction, parce qu'il attaque deux articulations dangereuses. Il n'y a pas à faire ça. Ça fait plus d'un an qu'on le dit. C'est interdit. Il prend carton rouge. Il n'y a pas de discussion sur ça. Et pareil, c'est un truc où en pleine possession de ses moyens, en pleine lucidité, on ne doit pas faire. Euh, donc voilà, j'ai trouvé les deux matchs quand même assez, les deux équipes pardon, assez terribles quoi, à regarder. Le match était dur pour les deux côtés en fait. Il y avait rien de beau, il y avait rien d'exceptionnel. Et voilà, je pense malgré tout que La Rochelle est pas dans la même position que Paris. Paris est dans une position bien plus inquiétante, surtout au niveau comptable, puisque pour moi, Paris, là, joue la relégation, alors que La Rochelle joue peut-être le fait de ne pas être dans cette zone de relégation. Mais dans ce top 14, ça peut aller très très vite. Il suffit d'une grosse défaite des deux côtés ou une grosse victoire des deux côtés et ça peut tout changer. Malgré tout,
En fait, le truc, c'est que je vois aucune des 2 équipes se relever avec tout ce qui se passe autour. Hem, à Paris, on a dit que cette victoire, c'était le fruit de plusieurs semaines de travail. Honnêtement, face à plein d'autres équipes, ça fonctionne pas. Ce qu'a fait Paris samedi, face à 80 des équipes du top 14, ça ne fonctionnera pas. Hem et même possiblement contre des équipes, contre lesquelles ils jouent la relégation, ils ont encore, le Racing à jouer, il me semble. Hem, mais voilà, c'est terrible des 2 côtés. Le match était pas intéressant, c'était dur. Hem, c'est Paris joue le maintien, La Rochelle, en est pas loin et j'espère que, enfin non, en fait, oui, j'espère pour l'histoire de La Rochelle parce que c'est pas l'histoire du club. Heu, Ça fait quand même plus de 10 ans, hein, qu'ils arrivent à se maintenir en top 14. Je crois qu'ils ont pas joué la relégation depuis, ouais, début des années 2010, quoi. Au moment où, à l'inverse, Paris était quand même assez bon. Mais ouais, je trouve que des 2 côtés, les attitudes et le match, étaient assez terribles et la fin de saison va être très, très dure. Il reste 8 journées, ça va être 8 journées de combat des 2 côtés. Ça va être 8 journées où, il faut presque perdre aucun match, pour espérer s'en sortir et surtout pour Paris, il y a beaucoup de confrontations directes contre des gens avec qui ils se battent dans le fond du classement et La Rochelle malheureusement, se battent avec eux-mêmes, j'ai l'impression aussi beaucoup, quoi. Ensuite, on passe au multi-rugby et on avait Montpellier-Castres. Les Montpelliérains s'imposent 21-17 dans un match où, pour moi, sur le papier, les 2 équipes se valaient. Les 2 équipes se valent pour moi parce que je trouve que, ils jouent pour les mêmes positions, ils jouent pour ces dernières places qualificatives et en plus de ça, je trouve que sur, la saison en entier depuis 18 journées, je trouve que les 2 équipes ont plus ou moins les mêmes forces quand ils arrivent à les utiliser correctement. Par ça, j'entends que je trouve que Montpellier, ce qui les a amenés dans cette saison au niveau où ils sont, c'est le jeu d'avant, c'est la première étape pour être bon. Ils ont vraiment réussi à faire de ce jeu d'avancer, de ce jeu de pousser, hem, de combat leur, force et Castres, c'est un petit peu aussi ça, hem, qui fait que des fois ils arrivent à se sortir de situations qui sont pas spécialement glorieuses pour eux et dans ce jeu-là, j'ai trouvé, Castres un petit peu en dessous cette semaine, même si je trouve qu'il y a quand même eu une mi-temps chacun, à peu de choses près, hein, mais voilà, malgré tout, Castres, ils arrivent à remonter et ils arrivent à prendre le bonus et s'il y avait pas eu ces 5-10 dernières minutes qui ont été catastrophiques du côté de Castres, ils peuvent potentiellement gagner, c'est dommage. C'est des choses à travailler, il y a 2 semaines de vacances, il faut aussi en profiter pour, voir un petit peu ce qu'on a fait comme erreur et revenir plus fort puisque je pense que Castres, n'est pas non plus, perdu dans cette lutte à la, 5-6e place du classement du top 14. Ensuite, un match, avec un résultat attendu confirmé, Toulouse-Vannes. Les Toulousains s'imposent 63-21. Heu, C'était à attendre, c'était un match à sens unique. Il y a un monde de différence entre les 2 équipes. On a la meilleure équipe du top 14, probablement la meilleure équipe européenne, contre une équipe qui joue le maintien, qui a des forces, mais qui a aussi énormément de faiblesses. Et je pense que le résultat de la première journée est pas oublié, hein, bien sûr, parce que c'est quand même à mettre au palmarès de Vannes, entre guillemets, hein. La défaite 18-43 est pas catastrophique, même si, oui, en prendre 43, ça craint. Hem, C'était la première journée, c'était leur premier match à ce niveau-là et Toulouse se mettait en jambes, donc forcément, hem, c'était moins bien. On sait depuis ça fait déjà plusieurs saisons où Toulouse
les 2, 3, 4 premières journées sont pas spécialement au top de leur forme, surtout quand ils ont gagné l'année d'avant. Mais voilà, c'était cette mise en jambe des Toulousains et Vannes était à son niveau, je pense, malgré tout, puisque voilà, 18-21, il n'y a pas non plus beaucoup d'écart. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire à part, il y a tellement un monde que c'était quasiment impossible pour Vannes de gagner ce match. Est-ce qu'ils auraient pu essayer de ne pas s'en prendre 63? Probablement, mais en même temps, je pense qu'ils n'avaient pas les armes pour lutter contre ce Toulouse-là, ce Toulouse tellement en place pendant ces doublons. On en parlera après parce qu'on va faire un bilan de ces doublons. Il fallait, je pense que de toute façon, c'est pas un des matchs sur lesquels Vannes devait se concentrer. C'est pas grave. C'est un petit peu chiant au goal average. Ils ont perdu leur point de bonus contre Montpellier. Donc, et puis, voilà, cette 13e place a tenu au goal average contre le Stade Français. Peut-être que ça leur fera défaut en fin de saison, mais je pense que ce qui leur fera défaut en fin de saison, c'est la limitation du banc, la limitation du jeu vantais. J'ai trouvé par contre la défense vantaise extrêmement friable, ce qui a été plus ou moins le plus gros point faible de ce match pour Vannes, puisqu'ils ont quand même essayé de proposer des choses en attaque, mais la défense a été vraiment très friable quand ils étaient face aux Toulousains très proches à la défense 1v1, c'était compliqué. Et pourtant, en regardant les statistiques, et c'est ça qui fait mal à Vannes, je pense, c'est le plus gros point noir, c'est que quand on regarde les statistiques au niveau de la possession, des fautes, etc., on était quasiment à 50-50. Les deux équipes, si on prend uniquement les statistiques, se valent. 50% de possession dans leur camp, donc 50% de possession du ballon en général sur le terrain. Donc, il y avait cette égalité plus ou moins de tenir le ballon et Vannes n'a pas réussi à en faire quelque chose. Vannes n'a pas réussi à provoquer des fautes pour potentiellement mettre des pénalités. Après, c'est le débat encore, hein. Il faut les prendre, les pénalités, il ne faut pas faire des pénaltouches. Mais voilà, c'est l'illustration de l'inefficacité vantaise sur ce match-là. Ça a déjà été le cas cette saison, mais contre le plus grand du championnat, ça pique, ça fait mal. Donc, les vacances, match à oublier, et puis faut repartir pour la fin de saison avec, encore une fois, pas mal de confrontations directes avec des équipes avec lesquelles il le but pour ces dernières places du classement et se concentrer sur essayer de ne pas descendre. Je pense que c'est toujours l'objectif du RCV. Ensuite, on passe à Racing Pau. Le Racing perd encore un match, 29-47. Ces deux concurrents du bas de classement, malgré tout, il y a eu une équipe qui a été supérieure à l'autre, surtout après la 50e. Le Racing a plus ou moins tenu tête à Pau pendant 50 minutes et en fait, après ça, ils ont explosé. Quand le banc a commencé à rentrer, plus rien n'allait. Je crois qu'on était à 17-19 à la 50e et après c'était fini pour le Racing. Pau a juste déroulé son jeu, fait un jeu très rapide avec les forces et les joueurs qu'ils ont, notamment avec deux joueurs de l'équipe de France en Théo Akisogbe et Emilien Gaëton qui ont été quand même très présents sur le terrain. Assez dommage pour Emilien Gaëton qui se soit fait mal à la fin du match. Mais voilà, faut profiter des vacances aussi. Et malheureusement, il ne sera pas en équipe de France, mais il va pouvoir se reposer. Ouais, j'avais l'impression que en fait, le Racing, ils n'avaient plus les armes après la 50e. Ils n'arrivaient plus à tenir tête aux Palois. Et pourtant, ces deux équipes qui, encore une fois, sur le papier, se valent. Elles jouent pour les mêmes positions. Potentiellement, selon la physionomie du reste de la saison, c'est deux équipes qui vont
jouer pour ces 12, 13, peut-être, si tout va mal, la 14e place même. Donc, ouais, je pense que la défaite du Racing, elle est générale, hein, mais il y a eu une grosse inefficacité du banc, comme on a pu voir toute la saison chez Levante, où à partir de la 60e minute, quand le banc rentre, en général, il y a une explosion des joueurs et Levante n'arrive plus à créer. Donc, compliqué, très très compliqué, et il va falloir se reprendre. Il ne faut pas non plus que les Palois pensent que c'est la victoire qui les sauve, parce qu'ils sont quand même bien plus en danger qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines même. Et c'est peut-être un petit peu trompe-l'œil de gagner comme ça. Malgré tout, si je ne m'abuse, ils prennent le bonus. Il peut être très utile, et c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce match. C'est que les Palois ont réussi à faire le boulot. Dernier match du multi-rugby, le Loup recevait le RCT et les Lyonnais s'imposent 27-20 dans un match qui était quand même très sympa à regarder. Je dirais surtout la deuxième mi-temps pour le rugby proposé et la défense-attaque. Mais la première mi-temps du Loup aussi est vraiment très très bonne. Ouais, il y a eu 2 mi-temps, il y a eu 2 équipes sur il y avait 2 équipes sur la pelouse, et il y a eu une mi-temps chacun. Même si je trouve que la deuxième mi-temps est un petit peu plus glorieuse pour les Lyonnais, même si c'est eux qui la perdent, comparé à la première mi-temps toulonnaise qui était un petit peu cata, parce qu'ils n'ont rien réussi à faire. Et cette première mi-temps lyonnaise et cette victoire lyonnaise surtout, je pense, montre bien et illustre bien ce qu'a fait l'arrivée de Karim Ghezal au Loup et le bien qu'il a pu faire à cette équipe. Parce que sur le terrain, sur le papier, sur les dernières semaines, sur la saison complète même, c'est 2 équipes qui ne devaient pas jouer pour le même objectif. Le Loup, au mois de novembre, jouait pour le maintien. Aujourd'hui, le Loup est dans le top 6 parce qu'ils ont gagné plusieurs fois d'affilée. Ils ont réussi à prendre le bonus à Castres la semaine dernière. Toulon est une des 3 meilleures équipes du top 14 cette saison. Il y a quelques semaines, ils étaient un petit peu esselés à cette 3e place. Aujourd'hui, ils sont sur les talons de l'UBB et ils sont peut-être même 2e. Mais en tout cas, voilà, ils sont dans ce top 3. Ils sont là pour jouer la qualification directe en demi-finale. Et Toulon joue très très bien au rugby. Toulon a un très beau jeu, et Toulon cette saison est supérieur à beaucoup d'équipes du top 14, et ils l'ont prouvé sur le terrain. Malgré tout, face au jeu lyonnais sur cette première mi-temps, ils n'ont rien réussi à faire. La défense n'était pas spécialement en place. Les Lyonnais ont mis beaucoup de vitesse et les Toulonnais n'ont pas vraiment réussi à répondre et à être là pour arrêter ces Lyonnais qui, malgré tout, ont quand même aussi beaucoup joué avec leurs avants, puisqu'on a eu un essai de Kamisha, on a eu un doublé, il me semble, d'un avant également. Mais voilà, il y a eu... voilà, après, il y a eu cette inefficacité des Toulonnais en défense, mais après, en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus le ballon. Voilà, il y avait 27 pour le Loup à la 40e, et en sortant des vestiaires, le ballon était toulonnais, et ils l'ont gardé pendant toute cette deuxième mi-temps. Malgré tout, ils ont fait quand même pas mal de fautes de main, pas mal de petites fautes un peu bêtes quand on a le ballon, puisque c'est en général, quand on a le ballon, c'est l'équipe qui a le ballon qui gère le jeu, qui fait ce qu'ils ont envie de faire. S'ils n'ont pas envie de rendre le ballon, ils ne rendent pas le ballon. Malheureusement, Toulon a fait des fautes qu'ils auraient peut-être dû ne pas faire, pour gagner et pour prouver encore plus qu'ils étaient dans ce top 3.
c'est pas grave d'avoir perdu, hein, à la fin de la journée, la victoire, elle est bien plus bénéfique pour les Lyonnais qu'elle n'aurait été pour les Toulonnais. Mais, mais voilà, les 2 équipes ont eu des problèmes, les 2 équipes ont joué très bien pendant 40 minutes. Hem, Comme j'ai dit, la deuxième mi-temps lyonnaise est quand même à souligner puisque la défense a été héroïque à certains moments. La défense dans les 5 mètres était très belle à jouer, très belle à voir jouer. Et si ça continue comme ça, oui, potentiellement le Loup peut essayer de s'accrocher dans ce top 6 et jouer les phases finales en fin de saison. Donc voilà. Ensuite, on passe aux 2 matchs du soir. Donc match du samedi soir, l'USAP, les Perpignanais recevaient l'Union Bordeaux-Bègles et c'est l'USAP s'incline 17-29 dans un match où l'UBB a quand même bien joué, même si l'USAP est sur le papier pas très loin de ces Bordeaux-Bègles qui ont quand même une ligue d'avance sur eux, puisqu'ils ne jouent pas du tout au même niveau du classement, et eux, ils l'ont jamais vraiment fait cette saison. L'UBB a toujours été quand même bien supérieur aux autres équipes. Malgré tout, voilà, l'USAP a réussi à s'accrocher un petit peu en deuxième mi-temps, à mettre des points. Mais je pense que dans son plan de jeu, dans le déroulé du match, l'UBB n'a jamais vraiment été inquiété par cette équipe perpignanaise qui n'est pas à son meilleur niveau, qui n'est pas au niveau de l'UBB, encore une fois. Voilà, si on prend juste comptablement, il y avait 0-19 à la 23e et sortie du vestiaire, il y avait encore 0-19. Il n'y a pas eu beaucoup de points mis pendant. Il y a eu pas mal de moments de jeu sans points. Ce qui veut aussi dire qu'il y a eu quand même pas mal de combats, pas mal de rendus de ballon, etc. Mais voilà, si on prend la possession de balle, c'est Perpignan qui a eu la balle, mais Perpignan n'a pas réussi à en faire quelque chose de productif de cette balle. Voilà, Perpignan avait les ballons en main, le match en main pour gagner, mettre des points en tout cas. Ils l'ont pas fait parce que l'UBB est tellement supérieur et l'UBB joue vraiment très bien, défend très très bien. Et voilà, il y a eu pas mal de fautes des Perpignanais. Il y a eu 12 mêlées pour l'UBB, ce qui est énorme. Il y a eu aussi énormément de touches faites et obtenues par les Perpignanais. Très bonne touche d'ailleurs, hein, Perpignanais. Oui, Perpignanaise. Mais voilà, il y a eu 10 en avant, il y a eu 7 pénalités du côté de l'USAP. Alors, il y a eu beaucoup moins d'en avant du côté de l'UB, mais il y a eu bien plus de fautes. Illustration en plus de ça, hein, du fait qu'il y a eu un carton jaune pour Gray, du côté de l'UBB en fin de match. Mais ouais, j'ai jamais vu une équipe de Bordeaux-Bègles inquiétée par ces Perpignanais. Et je pense que c'est un peu l'illustration de leur saison, hein. Malgré tout, le résultat ne reflète pas complètement les 2 équipes et un petit peu flatteur, je pense, pour l'USAP. Donc voilà, et dernier match de la journée, on avait l'Aviron Bayonnais qui recevait l'ASM, 2 équipes qui passent pas une super bonne période de doublon, on va pas se mentir. Internationaux ou non, le retour de vacances cet hiver-là est quand même assez compliqué pour les 2 équipes. L'Aviron Bayonnais a fait un non-match la semaine dernière à Toulouse. L'ASM a perdu ses 2 derniers matchs. Donc on avait le match contre l'UBB et ensuite le match contre Toulouse. Ils ont aussi perdu le 25 janvier contre la section paloise. Et leur dernière victoire date du 5 janvier contre Vannes, 19-20, qui n'était pas non plus un match. Qui n'était pas un match qu'ils devaient gagner parce qu'ils ont fait tellement de cadeaux aux Vannetais.
c'est les Vantés qui leur ont un petit peu offert ce match et qui n'ont pas voulu gagner. Malgré tout, Vannes avait quand même pris le bonus et puis 1 point d'écart, c'est pas extraordinaire. Après, ils avaient quand même eu pas mal de points d'écart contre Toulouse, qui était vraiment un mauvais match pour eux. Et contre l'Union Bordeaux-Bègles, ils ont quand même réussi à prendre le bonus. Mais là, en fait, j'ai trouvé l'ASM pas bonne avec le ballon, pas bonne quand ils n'avaient pas le ballon. Il y a eu quand même... Il y a eu des fautes, il y a eu... Le match était vraiment... C'est pas le match que je dirais faut aller voir, non. C'est deux équipes qui, encore une fois, sont pas au même niveau, mais... et en fait, ça s'est vu sur le terrain, parce que, encore une fois, c'est l'ASM qui avait le ballon, c'est l'ASM qui avait potentiellement les armes en main pour pouvoir aller mettre des points, aller essayer de coller à cet Aviron Bayonnais qui avait quand même mis pas mal de force dans ce match, qui avait envie de gagner ce match, ça se voyait. Mais encore une fois, ça a été un match où il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés. Il y a eu un carton rouge pour l'Aviron et il y a eu 2 cartons jaunes pour Clermont. Et en fait, je trouve que Clermont se perd dans son propre jeu depuis quelques semaines. Ça s'était aussi un petit peu vu en Champions Cup où il se sabotait tout seul. Et je pense que pour les supporters clermontois, c'était très frustrant de voir son équipe faire ça parce que ça se voit qu'il y a des armes, mais en plus des fautes, en plus de cette confusion un petit peu qu'on peut voir pendant les matchs, ça fait depuis 3 semaines là que c'est un peu l'hécatombe des blessés. Ils perdent sûrement Bézi sur ce match. Il semblerait que Jeannot se fasse un petit peu mal aussi. Donc c'est un petit peu période noire là pour l'ASM qui va devoir se reprendre s'ils veulent pas un petit peu couler parce que ça va commencer à être compliqué. L'Aveyron dans un match encore une fois pas dingo, arrive à mettre des points et arrive à consolider sa place au classement, sa place dans le top 6 et je pense que là ils sont un petit peu indéboulonnables, pardon, donc ouais, on verra. Mais voilà, on va faire un petit point donc classement maintenant et prochain match, même si c'est dans 15 jours. Le Stade Toulousain prend un petit peu les devants avec 65 points. 5 points derrière à 60, nous avons l'Union Bordeaux-Bègles. À 57 points à la 3e place, nous avons le Racing Club Toulonnais à la 4e place. Donc l'Aveyron Bayonnais reste à cette 4e place avec 47 points. Donc il y a quand même 10 points d'écart entre le 3e et le 4e. C'est énorme. À la 5e place, qui reste encore une fois à cette 5e place, nous avons le Castres Olympique avec 42 points. Le Loup monte dans le top 6 avec 40 points. L'ASM à 39 points et 7e. À 38 points, nous avons 3 équipes à égalité. Le Montpellier Rugby, le Stade Rochelais qui est 9e et à la 10e place, c'est la section paloise. Le Stade Français Paris remonte à la 11e place avec 32 points. Juste derrière, à 31 points, nous avons le Racing 92. L'USAP descend à la 13e place avec 30 points et Vannes est 2 points derrière avec 28 à la dernière place de ce classement. Voilà, c'est quand même assez serré. Je pense que à partir de la 11e place, ils jouent dans leur propre ligue. Donc le Stade Français, le Racing, l'USAP et Perpignan. La section paloise, le Stade Rochelais, Montpellier et Clermont sont quand même quasiment à égalité. Hein. Le Loup a 1 ou 2 points d'écart avec eux. Ensuite, il y a Castres. Et l'Aveyron qui est un petit peu au-dessus. On faudra voir la physionomie des 2-3 prochains matchs pour voir, mais je pense que voilà, il y a ce top 3 qui va jouer ensemble. Et ensuite, on va avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui va se jouer bien plus ensemble. Et après,
de 10 à 14, enfin de 11 à 14, ils vont jouer vraiment pour cette relégation, ces 2 dernières places qui ne font plaisir à personne à avoir. Et au niveau du calendrier, la prochaine journée sera le 22 mars et à 14h30, nous aurons Stade Rochelais, Castres Olympique. Ce sera un match très important pour les Rochelais. Je pense que là, c'est le match à pas perdre parce que sinon ça va commencer à être trop dur. Vraiment, et il va falloir, commencer à compter les points des autres équipes et quand on commence à compter sur les autres équipes pour pas perdre, c'est que ça va pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, dans le multi, nous aurons l'ASM qui recevra le Racing 92. Le Loup recevra la Lanterne Rouge. La section paloise recevra le Montpellier Hérault Rugby. Le Stade Français Paris recevra l'Aviron Bayonnais. À 21h05, le RCT recevra l'USAP et le match que beaucoup attendent aura lieu le 23 mars à 21h05. L'Union Bordeaux-Bègles recevra le Stade Toulousain. La bataille du haut du classement, le match que les deux équipes ont plus qu'envie de gagner. À l'aller à Toulouse, c'est les Bordeaux-Bègles qui s'étaient imposés, donc je pense que Toulouse va avoir à cœur d'aller faire la même chose à Bordeaux et je pense que ce sera un très beau match de rugby et ce sera le match à ne pas manquer de cette 19e journée de Top 14. Et ensuite, maintenant, nous allons parler de ces fameux doublons qui ont eu lieu du coup depuis le retour de vacances, quand même. Depuis début janvier, on a quand même pas mal de joueurs qui sont absents, des joueurs qui sont là, sont pas là, reviennent le mercredi, jouent ou ne jouent pas, en fin de semaine et donc on va faire un petit peu le bilan parce que je trouve que ces doublons ont été assez intéressants pour certaines équipes, et assez terribles pour d'autres. Donc on a eu 3 matchs, 3 semaines de top 14 en conflit complet avec le 6 Nations. Malgré tout, il y a quand même eu ces listes de joueurs protégés qui n'avaient donc pas le droit de jouer avec leurs équipes de club. C'est que, entre guillemets, 19 joueurs, mais ça a un impact aussi sur les listes. Donc on va parler quand même de tout le bloc en entier et c'est le Stade Toulousain qui est meilleur que tout le monde à ce jeu-là. Je pense que ça fait 2 saisons, donc c'est encore une nouveauté plus ou moins. Mais voilà, ça faisait déjà quelques temps que le Stade Toulousain avait pour ambition de ne plus s'effondrer pendant les 2 grosses périodes de doublons qu'on peut avoir dans le top 14. Et là, cette saison et la saison dernière, ils ont réussi à le faire. Ils ont non seulement réussi à ne pas couler, mais ils ont réussi à gagner des points. Et c'est extrêmement flatteur pour tout le staff de Toulouse. C'est flatteur pour le centre de formation également parce que ça veut dire que les jeunes sont prêts à être au meilleur niveau et Toulouse est plus fort que tout le monde à ce jeu-là. Ensuite, dans les équipes qui n'ont pas trop perdu, je trouve qu'on a quand même l'UBB qui n'a pas coulé pendant ces doublons. Ils ont perdu un match, il me semble. Ils ont dû perdre un match. Mais voilà, enfin, c'était pas catastrophique comme on a pu potentiellement le voir les années d'avant. On a vu une équipe de Bordeaux capable de jouer, capable de proposer quelque chose pendant cette période de doublon, même sans ces internationaux quand même assez importants, sa charnière ou encore Louis Bielbarré ou Damien Penaud. Alors, il y a eu quand même des complications, à pas se mentir, mais voilà, il y a eu du jeu proposé. Bordeaux, ça s'est vu qu'il n'y avait pas ces internationaux, il n'y avait pas
des coups d'éclair ou quelqu'un qui traverse le terrain, on n'a même pas le temps de voir qui c'est, parce que Louis Garé a eu la balle. Hem, il y a eu du beau jeu de proposer et ils ont réussi quand même à sortir de cette période de doublons à la deuxième place. Hem, mais je pense qu'ils sont aussi conscients, hein, malgré tout, que Toulouse a cette marche, enfin, a ce petit temps d'avance sur tout le monde. Parce qu'ils ont un centre de formation tellement efficace et tellement préparé à ce haut niveau que oui, si les jeunes sont au rendez-vous, c'est eux qui gagnent cette période de doublon, dans tous les cas. Dans les équipes, pareil, qui ont quand même réussi, mais ont moins d'internationaux, donc qui ont moins cet impact, pour moi, il y a Lyon, il y a Toulon. Pau aussi, malgré tout, ils perdent que très peu de joueurs et ils perdent des individualités, mais ils ont aussi montré que le jeu de groupe peut bien fonctionner. Euh, Bayonne s'en est pas trop mal sorti. Voilà. Après, il y a des équipes qui ont perdu très très peu de joueurs, ou alors c'est des joueurs qui jouaient le Rugby Europe Championship, donc c'est des joueurs qui des fois ne sont pas appelés parce que l'équipe peut demander à les garder, ou alors qui aussi sont là, pas là sur des périodes différentes des internationaux français, mais bref, c'est des internationaux qui sont par exemple géorgiens ou roumains. Donc voilà, c'est pas pareil. C'est aussi des fédérations qui ont moins les arguments, qui ont moins de pouvoir que les 6 grosses fédérations européennes. Donc voilà, dans ces clubs-là, on a par exemple, on a Vannes, on a Paris, on a Castres, on a le Racing, hein, qui perd quand même qu'un seul joueur. Hem, mais mais voilà, pour moi, voilà, il y a ces équipes du haut du classement, donc Toulouse, Bordeaux, Toulon, Lyon aussi, qui ont réussi à gagner des points ou ne rien perdre en perdant des gens qui sont des fois importants, puisque certes, Lyon ne perd qu'un joueur à la sélection française, mais ils perdent quand même Mickaël Guillard, qui est quand même très très utile dans cette équipe lyonnaise. Mais c'est encore une fois, c'est ce que je disais quand je parlais du match de Lyon, c'est que c'est cette illustration de l'esprit d'équipe qu'il y a depuis quelques semaines, et surtout, je pense, depuis l'arrivée de Karim Ghezal, c'est cet esprit d'avoir envie de gagner, cet esprit de se sacrifier pour l'équipe, et qui est très bien fait. Malgré tout, Lyon perd aussi David Yachvili, qui est géorgien. Mais voilà, c'est des équipes qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, et je trouve que cette année, encore une fois, et encore plus, Toulouse, pardon, s'inscrit comme cette équipe qui n'a plus besoin de cette période internationale ne souffre plus, voilà, de cette période internationale, et arrive même à gagner des points, arrive même à reprendre cette première place du classement, et je trouve que c'est quand même à souligner. Après, voilà, il y a des équipes qui sont dans une très mauvaise passe, qui n'a pas spécialement à voir, à proprement parler, avec la période internationale, mais c'est Clermont, Perpignan, La Rochelle. La Rochelle a perdu beaucoup, mais La Rochelle perd beaucoup d'internationaux, perd quand même pas mal d'internationaux, mais perd aussi beaucoup, je trouve que le plus gros problème de La Rochelle n'est pas vers les internationaux, mais il est en interne. Je pense que internationaux, non, ils n'auront quand même pas été gagnants de cette période d'hiver, et le printemps va être crucial pour cette fin de saison. Donc voilà, c'était un petit peu mon bilan de cette période de doublon et de cette 18e journée de top 14, qui nous a offert du beau spectacle malgré tout. Et nous, on se retrouve donc pour parler du Six Nations la semaine prochaine. Les matchs du Six Nations, petite preview. On a donc Irlande, France, la finale avant l'heure.
le, le match que en tant que Français, on a tous envie de voir. Ensuite, on a Écosse, Pays de Galles. Je pense que l'Écosse va gagner. L'Écosse a besoin de gagner de toute façon s'ils veulent espérer pour se battre pour la 3 à 4e place. Et le dimanche, nous aurons Angleterre-Italie. Voilà, pas le match de l'année, je pense. Surtout à Twickenham, les Anglais ont beaucoup de confiance. Ils viennent de gagner 2 matchs d'affilée qu'ils n'auraient jamais dû gagner. Donc, voilà. Et voilà. Donc, nous, on se retrouve en début de semaine pour parler de ça. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et un très, très bon week-end de rugby qui, je pense, va être délicieux.